Je suis ravi de commencer ce cours qui est consacré à la cosmologie et aux questions épistémologiques que pose la cosmologie, ce qui va réclamer un préambule assez long, puisque je crois que vous n'avez jamais fait de cosmologie et donc il y a beaucoup de choses à discuter. La première chose, ou disons la première question qu'on doit se poser, ça c'est une question générale qui vaut pour toute la physique, pas seulement pour la cosmologie, c'est de savoir quel lien il y a entre les théories physiques et la réalité physique. On dit souvent que les théories physiques permettent de décrire la réalité physique, mais est-ce que c'est vrai d'abord? Est-ce qu'elles touchent seulement la réalité d'une façon ou d'une autre, ce qui expliquerait leur efficacité? Ou bien est-ce qu'il arrive que les théories physiques divaguent, c'est-à-dire nous fassent croire des choses à propos de la réalité qui n'existent pas? Et réciproquement, y a-t-il des choses dans la réalité physique que les théories physiques sont incapables de saisir? Bon, je pense que vous avez entendu parler du problème de la matière noire, du problème de l'énergie noire, c'est des choses sur lesquelles on reviendra, qui posent directement ces questions. Mais pour en rester aux théories que vous avez l'habitude d'utiliser, par exemple la physique quantique, je pense que vous avez vu la physique quantique non relativiste, c'est-à-dire l'équation de Schrödinger essentiellement. Bon, il y a une physique quantique relativiste à partir de l'équation de Dirac, qui a donné ce qu'on appelle la théorie quantique des champs. Et la théorie quantique des champs, c'est une théorie qui, comme la relativité restreinte, n'a jamais été prise en défaut. C'est-à-dire qu'on n'a jamais trouvé de résultat d'expérience qui soit en contradiction avec les prédictions de la théorie quantique des champs, ou de la physique quantique si vous préférez, même lorsque ces prédictions sont très étonnantes. Je pense que vous avez déjà vu des résultats ou des travaux sur la non-séparabilité, c'est quelque chose d'assez étonnant, qui continue d'ailleurs de dérouter les physiciens, mais même lorsque les prédictions de la physique quantique se sont montrées très étonnantes, les expériences ont confirmé ces prédictions. Et ça fait bientôt un siècle que ça dure, ce qui permet de penser qu'il y a dans la physique quantique une forme d'efficacité incroyable. Et la question est de savoir comment est-ce qu'on la dit. C'est-à-dire, constatant cette efficacité, est-ce que vous allez dire que la physique quantique décrit la réalité? Est-ce que vous allez dire que la réalité est quantique? Ce qui permettrait d'expliquer l'efficacité de la physique quantique pour la décrire. Est-ce que vous allez simplement dire il y a quelque chose de quantique dans la réalité? Toute la réalité n'est pas quantique, mais il y a une partie de la réalité qui est quantique, et c'est cette partie qu'on arrive à saisir par la physique quantique. Ou bien est-ce que vous allez dire de façon, disons, plus modeste, l'interaction que nous avons avec la réalité est réglée par la physique quantique. Donc ce n'est pas la réalité qui est quantique, c'est l'interaction qu'on a avec elle. Bon, et en plus, si vous devez prendre en compte une autre donnée factuelle, à savoir que la physique quantique ne décrit pas toutes les interactions, mais seulement 3 d'entre elles, j'y reviendrai, et pas du tout la gravitation, qui elle est décrite par la relativité générale, dont on va parler aujourd'hui. Peut-être que vous avez lu dans les journaux que la physique quantique et la relativité générale s'appuient sur des principes qui sont mutuellement incompatibles, notamment dans leur façon de saisir ou de décrire l'espace-temps, une espèce de conflit qu'on n'arrive pas à résoudre entre la physique quantique et la relativité générale. Et donc, ça empêche de dire que la réalité est quantique complètement, puisque la théorie quantique n'inclut pas la gravitation. Donc elle est incomplète au sens où elle ne décrit ou ne permet de décrire que 3 interactions sur 4. Mais en admettant même qu'un jour, on élabore ce que certains physiciens appellent une théorie du tout. Une théorie du tout, c'est une théorie qui décrirait les 4 interactions à partir d'un formalisme mathématique qu'on aurait mis sur pied, comme la théorie des cordes, dont je parlais tout à l'heure. Je n'ai pas dit que la théorie des cordes était la théorie du tout. Je veux simplement dire que quand cette théorie est apparue, elle était tellement belle que beaucoup de gens se sont précipités à dire que c'était la théorie du tout. Aujourd'hui, on est beaucoup plus prudent pour toutes sortes de raisons sur lesquelles je reviendrai. Mais admettons qu'un jour on ait la théorie du tout, on sache que c'est la bonne, que les concurrentes sont fausses, qu'on ait trouvé les moyens de la tester, qu'on ait même trouvé les moyens de la comprendre. Parce que rien ne dit a priori qu'une théorie du tout soit intelligible. Admettons qu'on la comprenne,
qu'on perçoive nettement ses implications physiques, philosophiques, etc. Est-ce que la messe sera dite pour autant? La réponse, évidemment, c'est non. D'abord parce que une théorie du tout permet en principe de décrire toutes les interactions. Ce n'est pas une théorie de tout, hein, c'est une théorie du tout, c'est-à-dire elle ne décrit pas tout ce qui se passe, mais elle contient une description intégrale des interactions. Mais cette théorie, elle ne nous dirait pas par quels moyens on a pu l'élaborer, c'est-à-dire il faudrait pouvoir l'associer à ce qu'on appelle une théorie de la connaissance. Il n'est pas sûr que la théorie du tout, qui serait mathématique, nous dise d'où vient notre capacité à connaître les propriétés de l'univers ou des choses qui sont dans l'univers. Et donc, une théorie du tout devrait être complétée par ce que les philosophes appellent une théorie de la connaissance. C'est quoi une théorie de la connaissance? C'est un formalisme qui essaie de comprendre comment nous, sujets connaissants, nous parvenons à connaître des objets qui ne sont pas nous. Évidemment, si vous considérez qu'il n'y a pas de séparation entre vous et l'univers, cette question ne se pose plus. Si vous êtes solipsiste, si vous pensez qu'il n'y a qu'une seule chose, c'est l'univers, et que la perception que vous en avez est entièrement fabriquée par vous-même, la question de la théorie de la connaissance ne se pose pas. Pour l'envisager, il faut prendre acte d'une séparation entre le sujet que vous êtes et l'objet que vous voulez connaître. Par exemple, il y a ici une table, je considère que cette table n'est pas moi, elle a des propriétés qui lui sont propres, les propriétés de la table, et la question c'est comment est-ce que je parviens à la connaître? Pour le dire dans les termes qu'utilise Hegel dans la phénoménologie de l'esprit, comment ce qui n'est pas moi, en l'occurrence cette table, peut-il devenir pour moi? Alors évidemment, pour répondre à cette question, il faut invoquer des structures cognitives ou opératoires qui établissent une espèce de médiation entre le sujet que je suis et l'objet. Alors il y a toutes sortes de systèmes, il y a des systèmes qui font dépendre ces structures opératoires de l'objet. C'est ce qu'on appelle les théories empiristes, c'est-à-dire c'est l'objet qui m'envoie des informations que je recueille. Il y a des théories qu'on appelle idéalistes. C'est l'idée que c'est le sujet qui projette. Les structures cognitives sont en lui. Il a en lui une sorte de grille de lecture qui lui permet de recueillir les propriétés du monde. Ça, c'est les théories idéalistes. Et puis, il y a toutes sortes de théories intermédiaires qui situent les structures cognitives en question entre l'objet et le sujet, ou bien un peu dans les deux, ou bien au-dessus des deux. Enfin, il y a toutes sortes de variantes. Mais c'est une question qui doit rester en suspens. Peut-être qu'on ne vous l'a jamais posée, ou peut-être que vous ne vous l'êtes jamais posée. Mais comment parvenez-vous à savoir des choses sur ce qui n'est pas vous? Bon. Il y a une autre raison qui pousse à dire que la théorie du tout ne serait pas la fin de l'histoire, c'est qu'une théorie du tout, elle va s'énoncer, si elle ressemble aux théories physiques ordinaires, par un ensemble de lois. Bon. Quel est le statut des lois? Quel est le statut des lois? C'est-à-dire, par quel mécanisme, par quel biais, les lois physiques s'imposent-elles aux objets physiques? Alors cette question, dans la vie normale d'un physicien, n'a aucune importance. On considère qu'il y a des lois, elles s'appliquent, peu importe comment, on voit qu'elles s'appliquent. On voit que les électrons se repoussent selon la loi de Coulomb, et on n'a pas besoin de savoir si la loi de Coulomb est inscrite dans le réel, si elle est écrite dans l'empirée des idées pures, si elle est ailleurs, on n'a pas besoin de le préciser. Mais si vous vous intéressez à la question de l'origine de l'univers, que vous allez tenter de décrire par l'invocation de lois physiques, évidemment, cette question revient en force. Puisque c'est à partir des lois que vous connaissez que vous allez produire un discours vous permettant de raconter l'origine de l'univers. Ce qui suppose que les lois physiques sont déjà là au moment où l'histoire commence. Quel est leur statut? Est-ce qu'elles ont toujours été là quelque part? Est-ce qu'elles sont transcendantes par rapport à l'univers? C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont une sorte de réalité autonome, si vous voulez?
ou bien est-ce qu'elles sont immanentes, c'est-à-dire est-ce qu'elles sont dans l'univers et commencent de s'appliquer au moment où l'univers lui-même commence de se développer. Bon, c'est des questions auxquelles on ne sait pas répondre. Et donc, une théorie du tout ne nous dira pas, sans doute, parce que les théories physiques, les équations ne sont pas explosives. Une théorie du tout ne peut pas nous dire comment a été engendré le monde physique auquel les équations qu'elle contient s'appliquent. Alors, ces histoires de théorie de la connaissance sont en fait philosophiquement assez compliquées. Je ne vais pas y passer beaucoup de temps, d'ailleurs je vais m'arrêter maintenant. C'est simplement pour que vous les ayez en tête et que vous voyez que cette question de la théorie du tout, en fait, soulève beaucoup plus de questions qu'elle ne prétend en résoudre. Alors là, le sujet que je voudrais aborder aujourd'hui de façon plus approfondie, c'est la question de l'origine de l'univers. Et la question subsidiaire, c'est de savoir s'il est vrai que l'univers a connu un instant zéro. Je devrais d'ailleurs dire s'il est vrai que l'univers a connu l'instant zéro, parce que s'il y en a eu un, il n'y en a eu qu'un seul. Et donc, on devrait plutôt dire est-ce que l'univers a connu l'instant zéro? Ou pour le dire en d'autres termes, est-ce que nous parlons correctement aujourd'hui du Big Bang? Est-ce que notre façon de parler du Big Bang rend justice à ce que la cosmologie contemporaine nous fait comprendre du commencement ou des premières phases de l'univers? C'est ça la question. Et si je la pose, c'est parce que, comme je vous l'avais dit la dernière fois, il arrive que nous parlions mal de ce que nous savons. Je vous ai cité l'exemple de la théorie de la relativité, qu'on résume en disant, selon la théorie de la relativité, la vitesse d'écoulement du temps dépend de la vitesse de l'observateur de l'espace. On a vu que ça conduisait à des malentendus, assez graves d'ailleurs d'un point de vue philosophique. Et donc on peut se demander si notre façon de parler du Big Bang, je dirais même notre façon médiatique de parler du Big Bang, n'est pas en fait une façon de parler qui ne rend pas justice à ce que nous savons, ou qui a été formalisée il y a 50 ans sans qu'on ait vu que l'évolution de la physique obligeait à repenser les discours qu'on tient à propos du Big Bang.